Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Pierre-Yves Dittelo, qui est le fondateur et CEO de Legity. Comment vas-tu, Pierre-Yves? Très bien, écoute, merci de me recevoir dans ton podcast. C'est un plaisir de te recevoir, Pierre-Yves. Ça faisait un petit moment qu'on échangeait. On sait que voilà, tu as un planning très chargé. On est trop content de t'avoir sur le podcast. Avant de commencer, Pierre-Yves, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur toi, sur qui est Pierre-Yves et comment tu en es venu à arriver dans l'écosystème Web3? Ouais, c'est une bonne question. On me pose souvent la question. Donc moi, j'ai un background purement financier. Donc depuis Cool. 2006, je travaille dans l'industrie financière, dans des sociétés de gestion. Donc j'étais gérant de fonds d'investissement, puis ensuite dans des banques privées, principalement sur Monaco, où j'étais directeur d'investissement également. Donc gérer les portefeuilles de clients et gérer finalement toutes les solutions d'investissement qu'on pouvait proposer aux clients. J'ai travaillé aussi pour des family office. Donc voilà, pour des grosses Wow. familles. Pareil sur le côté financier et conseil en investissement. Et puis j'ai aussi eu côté entrepreneurial assez tôt, puisque j'ai créé aussi des sociétés de gestion avec des associés sur Monaco, et puis j'ai participé aussi à une création de société de gestion sur Paris. Donc voilà, j'ai vraiment un background purement financier, plutôt voilà, marché financier, gestion de fonds d'investissement ou gestion de portefeuille. Et puis en 2017, par un ami, finalement, je me suis intéressé à l'industrie, enfin aux cryptos et à la technologie blockchain. Et petit à petit, de fil en aiguille, je suis rentré dans cet écosystème. J'ai tout de suite été passionné parce que je pense que la technologie blockchain représente une technologie de rupture comme on a rarement vu dans l'industrie financière. On Mhm. pourra en discuter un peu plus tard dans le podcast. Mais donc voilà, donc en 2017, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, aussi bien d'un côté, parce que moi je fais bien la différence entre les cryptoactifs et la technologie sous-jacente, finalement, la technologie blockchain, qui peut avoir d'autres utilités que simplement émettre des cryptos, et notamment dans l'industrie financière. Donc voilà, donc je me suis très tôt intéressé à l'utilisation de la technologie blockchain pour la représentation et l'échange d'actifs financiers, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la tokenisation d'actifs. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard aussi. Et puis, je me suis aussi, finalement, j'ai rapidement été convaincu que les cryptoactifs, comme le Bitcoin, l'Ethereum, avaient de vrais fondamentaux, de vraies caractéristiques sous-jacentes et allaient devenir une classe d'actifs d'investissement à part entière dans le paysage de l'épargne. Alors ça, c'était en 2017-2018, c'était encore tôt. Mais petit à petit, on voit finalement que l'histoire me donne un petit peu raison, parce que notamment Ouais. avec l'émission des ETF Bitcoin, BlackRock, on voit que finalement, c'est devenu une case d'actifs d'investissement, hein, et qui vient en diversification d'une construction de portefeuille aujourd'hui. Incroyable. Ouais, donc, tu es vraiment early. 2017, avoir cette vision-là, c'était vraiment très early. Il y a beaucoup de gens qui arrivent dans le Web3 dans la saison, on va dire, un peu bull run, Covid, où les gens étaient chez eux et ils cherchaient des choses différentes. Toi, tu étais là vraiment avant tout le monde. Et qu'est-ce qui a directement fait que donc, il y a ton ami qui t'a permis de te connecter dessus, mais qu'est-ce qui t'a accroché en premier dans l'écosystème? Est-ce que c'est effectivement la technologie? Est-ce que c'est la spéculation sur la partie crypto? Est-ce que c'est peut-être, comme tu disais, la tokenisation? Est-ce qu'il y a un petit truc qui t'a accroché ou c'est vraiment un ensemble? Je pense que c'est un ensemble parce que Ok. forcément la spéculation est un facteur qui attire beaucoup de monde, hein, et je vais pas dire le contraire. Mais après, finalement, si on est un peu curieux, on se pose plein de questions. On dit, mais comment ça fonctionne? Comment c'est possible? Et finalement, quand tu testes la technologie juste du Bitcoin, hein, juste pour s'envoyer du Bitcoin d'une adresse à une autre, finalement, sans aucun intermédiaire de confiance, quand tu sais comment fonctionne l'industrie financière derrière et les rouages qu'il y a qui sont extrêmement complexes, hein, pour même faire une transaction d'un virement bancaire d'un compte à un autre, tu dis, mais waouh, c'est une technologie quand même qui est révolutionnaire parce que c'est la première fois finalement que on peut euh, avoir un échange de valeurs, donc par exemple, on envoie Bitcoin à quelqu'un d'autre, sans aucun intermédiaire de confiance, et dans un univers complètement numérique finalement. Ouais, c'est Donc c'est fou. ça vraiment qui m'a attiré. Ah, ok. Ouais, super intéressant. Merci. Merci pour ton partage et bravo pour le parcours. Et du coup, tu en es venu à fonder Legity, donc qui se base sur justement les avantages que tu as vus dans cet écosystème. En quelle année tu as développé Legity et quelle était
l'objectif numéro un qui t'a motivé à développer cette entreprise? Alors, je pense que quand on développe un projet, c'est toujours un peu sur le long terme parce qu'on commence à avoir l'idée qui commence à mûrir, hein, qui est pas mûre au début, mais avec Ouais. des premiers, des premiers briques d'idées. Et puis, à force d'échanger avec des personnes, à force de rencontrer d'autres personnes, de partager en fait sa vision, son idée et d'avoir des retours, on peaufine finalement cette idée. Et donc, Legity on a commencé à vraiment développer les produits en septembre 2021. Et Ah on ouais. avait déjà la vision, en fait, elle était déjà depuis longtemps, mais c'est aujourd'hui de créer finalement la première banque privée digitale crypto avec un réseau de distribution via des banquiers privés indépendants à travers l'Europe. Donc des milliers de banquiers privés indépendants. Finalement, aujourd'hui, on vit dans un monde numérique. C'est-à-dire que tout le monde, aujourd'hui, on commande tout sur Amazon. Quand on veut regarder un film, on le commande directement. Enfin, on regarde sur Netflix. La musique, c'est exactement pareil. Donc, on est dans une société de consommation numérique. Et un des secteurs qui a le moins évolué, ça reste la banque privée, la gestion de patrimoine, pour plein de raisons, hein. Mais et c'est paradoxal puisque finalement, les clients aujourd'hui sont complètement, on va dire, nomades, c'est-à-dire souvent, ils peuvent bouger d'un pays à l'autre, surtout ce qu'on appelle les high net worth individuels, donc les personnes euh, assez aisées, voyagent beaucoup, donc ils opèrent tout via leur téléphone, via leur ordinateur. Ils vont de moins en moins se rendre finalement dans les locaux de la banque pour aller voir leur banquier. Et donc, la mission de Legity et la vision, c'est vraiment de créer un outil numérique qui va permettre d'effectuer toutes les transactions possibles, que ce soit du compte courant, carte bancaire, jusqu'à des solutions d'investissement et d'épargne. Là, aujourd'hui, il y a les cryptos, mais demain, on pourrait proposer d'autres produits aussi, plus traditionnels. Et d'avoir quand même un contact, son banquier privé, finalement, via nous, les conseillers en gestion de patrimoine. Et donc, du coup, d'avoir une vraie intuition personnelle avec cette personne-là, parce que je pense que ça, la technologie ne pourra jamais remplacer l'intuition personnelle. On a eu les robots advisors depuis plus de 10 ans maintenant, hein, qui ont émergé, mais qui n'ont jamais vraiment percé, parce que de mon expérience, en tout cas, de ce que j'ai pu voir à travers mon expérience, euh, quelqu'un qui a besoin de conseils, de placement ou autre, qui a une fortune, ou en tout cas une épargne conséquente, a besoin d'un contact humain. Il ne va pas juste tout seul derrière son ordinateur, cliquer sur trois boutons et placer son argent. Donc ça sera très difficile, voire impossible pour moi à remplacer par la technologie. Et donc, c'est un peu de mixer les deux. La technologie qui va permettre de simplifier l'accès et offrir différents services, mais de conserver le côté humain avec cette relation humaine via des conseillers en gestion de patrimoine. OK. Ouais, c'est là où on voit vraiment ta vision, parce que tu viens de ce secteur à la base, tu es vraiment du secteur de la finance. Et donc, on voit que tu as vraiment développé cette société, Legity, avec l'objectif de prendre les points positifs de la finance et d'allier avec les points positifs de la blockchain et de tout ce qui va avec. C'est vraiment très intéressant comme vision et je la partage totalement. Donc, 2021, tu as développé ta société. C'est une société qui est régulée, PSAN. Félicitations à toi. À quel point c'était important d'être régulé PSAN pour les personnes qui nous écoutent, déjà qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que c'est et à quel point c'est important pour une société française d'être régulée? Alors, le statut de PSAN, c'est pour prestataire de services sur actifs numériques. Donc, ça permet à une société, donc déjà, c'est régulé par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers en France, l'AMF et la CPR, et ça permet d'offrir des services de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers, donc pour les clients, et d'offrir des services d'échange, donc euro-crypto ou crypto-crypto, et du conseil sur cryptoactifs. Donc ça, je pense que la réglementation autour des cryptoactifs est nécessaire pour pouvoir poser des bases et un cadre réglementaire clair pour, d'une part, éviter les arnaques, parce qu'il y en a encore beaucoup. Et nous, de ce qu'on a vu avec nos clients et autres, la première cause de perte en capital d'investissement sur les cryptoactifs, c'est pas la fluctuation du Bitcoin, des cryptos, c'est les escroqueries. Parce qu'aujourd'hui, Hmm. ça reste un univers quand même très peu connu. Donc on en parlera, il y a aussi le côté éducation et formation qui est très important. Mais aujourd'hui, ça reste très peu connu et les gens se laissent facilement amadouer par quelqu'un qui s'avère être un escroc, souvent des personnes à l'étranger, hein,
Et donc, du coup, envoient de l'argent directement sur des comptes où ils n'ont aucune information, ni sur la société, ni finalement sur la personne avec qui ils échangent. Et ça s'avère être une escroquerie, ils ne revoient jamais leur argent. Donc, je pense que le cadre réglementaire est nécessaire pour la protection des investisseurs et aussi, bien évidemment, pour lutter contre tout ce qui est lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui sont aujourd'hui quand même nécessaires, même si les cryptos, enfin, faut le rappeler, ne sont pas utilisés que pour le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Ça reste C'est clair. une toute petite composante de toutes les transactions crypto qu'il y a au niveau international, qui sont liées à des opérations illicites. Et dans ces opérations illicites, la plupart sont liées à des scams, donc des escroqueries, du vol en fait finalement de cryptoactifs. Donc oui, la réglementation est très importante, selon moi. Elle avance, en tout cas en Europe, de la bonne façon, puisqu'on va avoir prochainement, fin d'année, le règlement MiCA au Nickel. niveau européen, qui va entrer en vigueur, donc qui est finalement une harmonisation de la réglementation autour des cryptoactifs au niveau européen. Donc ça, c'est aussi une étape très intéressante, puisque bah, une société qui sera régulée MiCA pourra offrir ses services dans l'intégralité des pays européens. Européen. Donc, donc voilà. Incroyable. Donc du coup, ça va être aussi l'objectif futur de ta société, c'est de devenir MiCA pour pouvoir aussi adresser, j'imagine, le marché européen. Bravo, bravo à toi. Et pour les personnes qui nous écoutent, faites attention effectivement dans le secteur des crypto-monnaies. Faites attention, comme le disait Pierre-Yves, il y a énormément de scams. Donc quand vous travaillez avec des sociétés, faites bien attention qu'ils soient réglementés. Sur le site de Pierre-Yves, vous pouvez voir tout en bas qu'il y a son agrément AMF avec son numéro, etc. C'est une société qui est carrée, c'est une société française. En général, essayez plutôt de travailler déjà avec des sociétés françaises avant d'aller chercher des trucs à l'étranger. Et en plus de ça, regardez vraiment l'agrément, c'est super important. Et Pierre-Yves a tout ce qu'il faut et c'est transparent sur son site, donc ce qui montre vraiment la force et la maîtrise de sa société. Pierre-Yves, j'ai une question qui me vient. Quels sont tes principaux clients? Il me semble que tu travailles avec donc des professionnels et des particuliers. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement quels sont tes clients et qu'est-ce que tu fais avec ces clients? Tout à fait. Juste pour revenir sur le côté régulation, un dernier point, pour dire à tout le monde, c'est très facile de vérifier si une société est enregistrée PSAN ou pas auprès de l'AMF. Il faut juste taper sur Google AMF PSAN, et là vous allez avoir toute la liste des sociétés avec leur numéro d'enregistrement. Donc voilà, c'est juste pour boucler, Merci. boucler la boucle. Parfait. Oui, donc sur les GT, donc nous euh, on travaille avec des partenaires conseillers en gestion de patrimoine, donc c'est professionnels qui accompagnent leurs clients sur l'intégralité de la gestion de leur patrimoine, hein, c'est-à-dire des placements en assurance vie, autres, des plans d'épargne retraite, du conseil fiscal ou peu importe. Et donc, ces professionnels-là utilisent Legity pour accompagner leurs clients sur les cryptoactifs dans un cadre finalement sécurisé et simple. Et on a nos clients qui sont des investisseurs qui utilisent Legity d'une part pour diversifier leurs investissements, leur épargne avec les cryptoactifs. Donc souvent aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, hein, c'est que ça représente entre 3 et 5% du patrimoine des clients, la composante crypto. Et nous, c'est ce qu'on recommande aussi, de toute façon. Et ils utilisent aussi Legity pour tout ce qui est consolidation patrimoniale. Donc, ils peuvent connecter tous leurs comptes bancaires, leur assurance vie, leur compte titre, leur PEA, pour avoir finalement un vrai dashboard, un vrai tableau de bord de leur patrimoine financier et qui peuvent suivre finalement en temps réel, puisque bah, on est de plus en plus quand même multibancarisé. On a tous plusieurs comptes bancaires, même aujourd'hui avec les néobanques comme Revolut, voilà, on a tous des néobanques. Et parfois, c'est compliqué de savoir, ben, il faut jongler sur toutes les applications. Et donc, à travers Legity, ben, vous pouvez connecter tous vos comptes et du coup avoir sur la même interface, ben, voir le solde finalement de vos comptes un peu partout. Donc finalement, on combine la gestion patrimoniale avec cette visualisation du patrimoine financier agrégé, parce que vous pouvez aussi agréger si vous avez des investissements immobiliers, de l'investissement dans l'art ou peu importe, et l'accès aux cryptoactifs, où vous pouvez acheter, vendre et conserver vos cryptoactifs directement sur Legity.
OK, ouais, donc c'est vraiment quelque chose, de tout en un, vraiment, une plateforme où si on a besoin de quelque chose, c'est avec toi qu'il faut travailler. C'est vraiment très très intéressant parce qu'en pas longtemps, tu as réussi vraiment à développer quelque chose de voilà, de full avec tous les besoins nécessaires dans l'écosystème. Est-ce qu'il y a des défis actuellement que tu rencontres justement au développement de ta société? Quand je dis défis, c'est surtout peut-être, alors bah, il y a la partie réglementaire, mais j'ai l'impression que ça, c'est carré chez toi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres défis que tu pourrais rencontrer ou que tu rencontres actuellement pour continuer à développer ta société? Alors effectivement, bon, tu as mentionné l'aspect réglementaire, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Donc ça reste un défi, mais voilà, qui est maîtrisable, hein. On travaille dessus, il y a pas de problème de sujet à ce niveau-là. Après, les autres défis, il y a toujours des défis, on va dire, technologiques, parce qu'on aimerait offrir beaucoup plus de services, mais c'est pas toujours évident à mettre en œuvre, hein, parce que technologiquement, il faut prendre en considération l'infrastructure, la sécurité, l'interface, l'expérience utilisateur. Donc c'est plein de paramètres qu'il faut combiner pour, avant d'implémenter et d'offrir un nouveau service à nos utilisateurs. Donc ça, on est en constante finalement réflexion et on prend énormément d'ailleurs de feedback de la part de notre communauté, de la part des utilisateurs sur des services. Là prochainement, on va sortir ce qu'on appelle nous, un rapport patrimonial mensuel pour les clients, c'est-à-dire avec les différents comptes agrégés, les investissements en crypto et autres, on va pouvoir sortir finalement un rapport mensuel qui va permettre simplement de suivre l'évolution de son patrimoine. Donc ça, c'était quelque chose qui nous Wow. avait été demandé. Euh, et c'est vrai que parfois, sur un seul document, on peut plus facilement se rendre compte de certaines choses. Peut-être une mauvaise allocation de son patrimoine parce qu'on a une composante beaucoup trop importante sur tel actif et beaucoup moins sur l'autre. Donc, il va falloir diversifier. Donc, voilà, le but, c'est vraiment de mettre en lumière des axes d'amélioration de son patrimoine pour le gérer de façon la plus efficace possible. Et puis parfois, on Wow. a une capacité d'épargne dont on ne se rend pas vraiment compte. Donc, c'est aussi pour mettre en avant ça. Donc, euh, donc voilà un petit peu. Et puis, comme autre challenge, oui, c'est l'éducation, on va dire la formation et l'acquisition d'utilisateurs. Donc, essayer d'avoir un maximum de relais de communication. Parce que c'est pas toujours évident de se faire connaître, hein. Mm. Donc essayer voilà, de parler avec les clients, des professionnels pour avoir plusieurs relais et essayer d'aller présenter notre solution à de nouveaux clients. Incroyable. Et les clients que tu as, c'est principalement de la clientèle française ou ça va aussi un petit peu partout en Europe? Aujourd'hui, c'est principalement française. Ah, super. Parce que voilà, on a commencé par la France puisque on est français, on est régulé en France. Mais l'objectif de la prochaine année, oui, c'est de s'étendre au niveau européen. Donc on va commencer par des pays notamment francophones, enfin Benelux par exemple, Ouais. et Suisse, et puis après petit à petit dans les autres pays européens. Ouais, génial, bravo. Et vous êtes combien actuellement dans la société à développer l'XGT? Aujourd'hui, on est 7, donc on reste une petite équipe. Oh, c'est quand même pas mal. Donc on a beaucoup, ouais, c'est pas mal, mais c'est vrai on a beaucoup de travail et puis l'équipe est vraiment, il y a plusieurs pôles de compétences, hein, que ce soit au niveau développement technologique, enfin développer les développeurs, au niveau développement commercial et puis bien sûr le volet compliance qui est aussi primordial pour toute société qui opère sur les cryptoactifs. Ok, bravo. Bah, ça doit être sport quand même tous les jours, parce qu'on sait que c'est Ouais. en plus un marché, un écosystème qui grandit beaucoup. Félicitations, hein. Vraiment, 7, c'est quand même vraiment bien pour une société qui est encore naissante et qui est en train de se développer et de faire de grandes choses. À 7, c'est vraiment, vraiment incroyable. On sait que dans le domaine des actifs numériques, il y a en permanence des enjeux et notamment sur l'innovation. Est-ce que toi, il y a des axes d'innovation que tu vois au sein de l'XGT sur lesquels tu es en train de développer, travailler pour être de plus en plus encore voilà, numéro un avec ta société? Oui, alors sur les axes d'innovation, en fait, il y en a plusieurs, hein, et puis comme tu l'as très bien dit, l'innovation dans l'industrie du Web3 va très très vite. Donc on Ouais. essaye de faire une veille constante en fait, mais honnêtement on peut pas non plus tout voir parce qu'il y a tellement de choses qui se passent.
bien et moins bien, hein, mais donc voilà. Et donc nous, il y a une innovation vraiment sur laquelle on travaille depuis très longtemps et on avance, hein, notamment avec les deux produits qu'on a développés. C'est vraiment cette convergence entre la finance traditionnelle et tout ce qu'on voit dans la DeFi. Moi, c'est quelque chose dont je parle depuis assez longtemps, de cette convergence, puisque aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe dans la DeFi, c'est simplement la reconstitution de ce financier traditionnel tel qu'on connaît, mais en utilisant une infrastructure blockchain nouvelle. Mais on voit les pré-emprunts, que ce soit les protocoles de pré-emprunt, les protocoles, les échanges décentralisés, de l'assurance même. Et donc on regarde ça de près pour essayer finalement de tirer de l'innovation, de la meilleure innovation, et en essayant de la faire converger et de l'intégrer finalement dans la finance traditionnelle. Et tout ça avec l'objectif de simplifier l'accès aux services financiers, de démocratiser notamment la gestion de patrimoine. Donc voilà, ce genre de choses-là. Et, et aujourd'hui, en termes d'innovation, sur quoi on a beaucoup travaillé aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans l'industrie du Web3, on a en gros deux grandes catégories, hein, d'actifs numériques. Il y a ceux qui ont un prix volatile, enfin voilà, Bitcoin, Ethereum, les autres cryptos, le prix fluctue, et les stablecoins qui sont eux liés au dollar ou à l'euro, mais aujourd'hui la majorité du marché est représentée en dollars. Euh, et donc finalement, ces stablecoins représentent l'actif refuge finalement dans l'industrie des cryptos. Si on veut sortir de la volatilité du marché des cryptos, ben on vend nos bitcoins pour du stablecoin. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a à peu près un marché de 140 milliards de stablecoins, mais il y a encore très peu, il y en a, mais c'est compliqué, des solutions juste de gestion de trésorerie de ces stablecoins. Plutôt que de laisser dormir dans ton wallet, c'est comment générer du rendement, mais de façon sécurisée. Alors, il y a des protocoles de prêt-emprunt, mais qui marchent très bien, mais qui ont, je pense, deux contraintes. La première, c'est que les rendements peuvent fluctuer d'un jour à l'autre de façon assez importante, en fonction de la liquidité qui est amenée dans le protocole. Et deuxièmement, c'est pas vraiment scalable. Encore une fois, si demain il y a 100 millions à gérer, vous allez sur le protocole, vous allez complètement déstructurer le protocole et les rendements vont tomber proches de zéro. Donc voilà, il y a des problèmes de scalabilité et des problèmes de stabilité finalement du rendement. Mais il y a aussi d'autres avantages. Et donc nous, on a travaillé sur une solution de gestion de trésorerie on-chain, donc pour l'industrie du Web3, en apportant cette stabilité au niveau du rendement, la résilience Bravo. et la scalabilité. Et donc, c'est comme je parlais de la convergence entre les deux mondes. Et donc, on vient finalement collatéraliser notre protocole de rendement sur stablecoin avec un portefeuille d'obligations traditionnelles du monde financier. Et donc là, on voit qu'on va bénéficier aussi bien de l'innovation qu'on a dans la DeFi que de la stabilité et de la profondeur de marché qu'on a sur les marchés financiers, notamment obligataires. Et donc aujourd'hui, avec l'Edity.finance, c'est un protocole dont vous pouvez déposer des USDC et vous avez 7% de rendement par an sur du USDC. Donc ce rendement, on vient le tirer finalement d'un portefeuille d'obligations diversifié euh, c'est ce portefeuille. Et donc finalement, on va tirer le rendement de la finance traditionnelle pour d'un côté le redistribuer dans la finance décentralisée. Donc voilà en termes d'innovation sur quoi on a travaillé depuis pas mal de temps. Waouh, super impressionnant. C'est un produit qui donne vraiment envie, qui a l'air très intéressant. Vraiment, bravo pour ce montage et ce développement de l'innovation. Je me pose une question. Est-ce qu'on peut avoir un peu un use case d'un client, donc que ça soit un épargnant chez toi ou un pro qui vient et comment tu l'aides, comment tu peux l'accompagner justement dans cet écosystème et avec tout ce que tu fais? Alors nous, sur legity.com, sur l'application crypto patrimoniale, par exemple, on a des professionnels du conseil d'investissement, des conseillers en gestion de patrimoine qui viennent nous voir souvent pour nous dire, voilà, moi j'ai des clients qui me parlent de Bitcoin et cryptoactifs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur tous les médias financiers, on parle de crypto, hein, notamment en France sur BFM Business ou autres, les cryptos ont autant finalement de considération que les autres actifs, on en parle tous les jours. Et donc c'est légitime que les épargnants se disent, mais attends, moi j'ai déjà un peu d'assurance vie,
j'ai un compte titre ou peu importe, mais j'ai pas de crypto. Donc peut-être que je peux diversifier un petit peu mon patrimoine avec cette classe d'actifs. Et donc, ils vont voir des fois leur conseiller en gestion de patrimoine, et eux viennent nous voir en disant, voilà, j'ai cette problématique, j'ai mon client qui me demande d'investir en crypto. Aujourd'hui, le client ne peut pas le faire à travers sa banque, ne peut pas le faire à travers une assurance vie. Et donc, c'est là où on intervient. Et donc, le conseiller en gestion de patrimoine s'onboard sur les GT. Donc, on vérifie bien évidemment, parce que c'est une profession régulée, hein, donc qu'il soit inscrit ce qu'on appelle à l'ORIAS, qui est le registre en fait des conseillers en gestion de patrimoine. Et puis, une fois qu'il est onboardé, il peut facilement inviter son client à rejoindre les GT pour finalement lui donner un accès simple aux cryptoactifs et par là même un outil aussi d'optimisation patrimoniale avec nos services de consolidation patrimoniale. Et côté client, nous, les retours qu'on a aujourd'hui, c'est que premièrement, on est assez content parce que les clients, ça semble assez fluide, en tout cas pour investir en cryptoactifs à travers l'application. Et on a aussi de très bons retours sur notre service de consolidation patrimoniale. Parce que finalement, ça leur permet d'avoir une vision d'ensemble et parfois de détecter aussi un portefeuille finalement d'investissement qui soit pas vraiment très bien structuré. Et notamment sur la partie crypto, pour pas que cette partie crypto, qui reste très risquée, puisque par nature, c'est dans des actifs très volatiles, ne prenne une proportion trop importante dans l'allocation globale du patrimoine du client. Donc voilà, pour toujours finalement être en cohérence entre le profil de risque du client et finalement son allocation patrimoniale. Super bien pensé. C'est, si je suis un client et que je veux justement te contacter ou contacter Legity, quel est le meilleur moyen pour pouvoir se connecter à toi? Alors, le meilleur moyen, c'est sur LinkedIn. Vous pouvez facilement, soit me contacter personnellement, soit contacter le profil de Legity, ou me contacter également sur mon email. Je ne sais pas si tu peux le partager, mais voilà, tu peux partager mon email. Vous pouvez, En n'hésitez description. pas, voilà, n'hésitez pas à me contacter par mail aussi. Et c'est dans tous les cas, tous les liens de Pierre-Yves seront en description du podcast pour les personnes qui ne regardent pas le format vidéo, mais qui regardent le format audio. On sait que vous êtes plus en plus nombreux sur le format audio. N'hésitez pas à les regarder en lien dans la description. Vous allez avoir tous les liens qu'on partage pendant la vidéo. Merci beaucoup, Pierre-Yves, pour ce partage. Et maintenant, on sait où on doit te contacter. Tu sais, tu le parlais juste avant que la sécurité dans le Web3, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est beaucoup scammy, etc. Enfin, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. Et, quelles sont les mesures qui sont prises au sein de ta société justement pour garantir la sécurité sur les actifs numériques? Alors, il y a une mesure de sécurité qui est quand même, je pense, la plus basique et qui a failli dans l'industrie des cryptos, c'est juste la ségrégation des fonds. Ségrégation des fonds des clients et des fonds de la société. De ne pas faire l'amalgame, parce que finalement, les faillites qu'on a pu voir dans l'industrie crypto en 2022 avec FTX et autres, c'est juste Ouais. ça. C'est que ces entreprises et ces dirigeants mettaient l'argent des clients dans le même panier que l'argent de la société et se servaient dedans. Donc déjà, en étant régulé en France et autres, ce sont des obligations certes, mais je trouve que c'est assez basique comme sécurité, c'est vraiment ségréguer les fonds des clients et les fonds de la société. Et ça permet, même si demain la société rencontre des difficultés financières, hein, peu importe, ou fait faillite, mais les fonds des clients sont toujours là. Donc même si demain la société ferme, les clients récupèrent leurs fonds. Donc ça, c'est vraiment le principe de base. Après, dans la construction du service et du produit qu'on a créé, bien évidemment, il y a énormément de sécurité et en tout cas, on a pensé, on a intégré les meilleurs standards en termes de sécurité. En ce qui concerne la conservation des actifs numériques pour le compte des clients, là, on a intégré les meilleurs standards, c'est-à-dire qu'on utilise des technologies qu'on appelle MPC pour Multi-Party Computation, qui est aujourd'hui la technologie la plus utilisée pour la conservation des cryptoactifs. Donc voilà. Et puis après, il y Oh là là. a certaines mesures de sécurité au sein de la société en fonction de qui a droit de bouger les fonds. Il n'y a pas une personne qui a le droit de bouger les fonds, c'est souvent en fait ce qu'on appelle des multisignatures. Donc c'est deux ou trois personnes qui doivent signer pour exécuter un ordre de transfert d'un compte à un autre, parce qu'on doit gérer quand même la liquidité euh,
au sein de la plateforme parce que nous, on a créé tout ce qu'on appelle un execution management system, c'est-à-dire qu'on est connecté à plusieurs fournisseurs de liquidités, que ce soit exchange ou broker ou autre, et on va exécuter finalement les ordres de clients au meilleur prix au moment où le client le demande. Et Ok. donc, on doit gérer de cette liquidité sur les différents fournisseurs qu'on a. Ok, incroyable. Incroyable. Et c'est vrai qu'on le dit aussi régulièrement, mais bon, la blockchain en soi est déjà une grosse, un gros outil de sécurité. En plus, avec les surcouches que tu ajoutes dessus, c'est quelque chose d'ultra safe. Est-ce que tu peux, parce qu'on voit que tu es quelqu'un qui vulgarise super bien, j'adore écouter ce que tu dis parce que bah, quand on t'écoute, en fait, on comprend plus facilement. On a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont de l'écosystème depuis très longtemps et qui connaissent bah, l'écosystème par cœur. Et il y en a des gens qui sont nouveaux et qui apprennent et qui comprennent un petit peu ce que l'on fait et qui essayent d'avoir de plus en plus d'infos. Si tu devais, avec tes mots, expliquer un peu c'est quoi une blockchain, comment ça fonctionne, etc., bah, quel mot tu utiliserais? Est-ce que tu peux nous faire une petite description d'une blockchain? C'est vrai, c'est une bonne question parce que c'est jamais vraiment évident de simplifier, démocratiser, on va dire, l'explication autour de ces sujets-là qui restent quand même complexes technologiquement. Totalement. Mais moi, en fait, je définirais la blockchain comme une nouvelle technologie de tenue de registre. C'est-à-dire qu'on peut voir notamment un fichier Excel comme un outil pour tenir des registres. Ben, la technologie blockchain, pour moi, est une innovation de rupture dans le cadre de la tenue de registre. Et ça permet notamment d'automatiser de nombreuses opérations. Et comme on le sait dans l'industrie financière, finalement, c'est uniquement de la tenue de registre, parce que nos comptes bancaires, quand on sait qu'on a X euros sur notre compte, bah, c'est parce que dans le registre de la banque, il y a écrit qu'on a X euros, et si on transfère ces euros, bah, ils débitent notre compte, ils enlèvent et ils créditent notre compte. La blockchain fait ça en fait de façon automatique. Et donc, ce qu'on appelle notamment aussi la réconciliation des ordres, quand on Yeah. transfère de l'argent. Donc, tout ça est fait de façon automatique. Et c'est en fait dans ce cadre-là où j'ai vu la technologie blockchain en 2017-2018 comme vraiment une rupture technologique pour l'industrie financière. Parce que quand des solutions, des choses très simples, la distribution de rendement, c'est-à-dire que quand on investit dans une obligation, on perçoit des coupons, enfin des rendements qui sont semestriels, annuels ou peu importe. Mais pour cette distribution de rendement, bah, finalement, Mhm. on voit dans l'industrie financière, il y a énormément de papier, même aujourd'hui encore, qui court entre les banques pour que finalement tout le process s'achemine jusqu'aux aux bénéficiaires de ce rendement. Bah, la technologie blockchain permet d'automatiser en fait finalement tout ça. Et étant donné que c'est un registre transparent, c'est-à-dire public, ouvert, bah, tout le monde peut vérifier les transactions qui sont qui sont inscrites sur la blockchain. Donc voilà, donc moi, c'est simplement une nouvelle technologie de tenue de registre, avec bien évidemment les particularités notamment de décentralisation, et en tout cas de ne pas avoir un organe de confiance qui permet de vérifier et de valider les transactions qui sont initiées au sein de ce registre. Ouais, merci pour l'explication. Effectivement, on comprend mieux comment la blockchain bah, transforme justement l'écosystème financier traditionnel et comment toi, justement, avec ta société, tu arrives à développer encore plus cet écosystème. Bravo, parce qu'il faut de plus en plus de sociétés comme la tienne qui essayent de développer l'écosystème, de le faire grandir, etc. Et par rapport à le faire grandir et le développer, qu'est-ce que tu penses actuellement de comment s'est développé l'écosystème Web3? Est-ce qu'il grandit bien? Est-ce que tu trouves qu'il grandit assez vite? Est-ce que bah, voilà, il a amené à continuer à grandir? Et quels sujets tu vois actuellement qui sont les sujets qui sont en train de le faire grandir? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de tendances dans l'écosystème. Bah, il y a eu voilà, la hype Bitcoin, après Ethereum, après ICO, après il y a eu les NFT, après il y a eu d'autres hypes qui sont arrivés entre-temps. Là, en ce moment, il y a peut-être de nouvelles hypes qui arrivent. Donc, comment toi, tu vois cet écosystème? Est-ce que tu le trouves grandir sereinement et à bon rythme? On sait en plus qu'il y a BlackRock qui commence à être vraiment dedans, les ETF, etc. Qu'est-ce que tu penses justement bah, de tout cet écosystème et de la croissance de cet écosystème? Alors, je pense que comme toute nouvelle technologie, au début, c'est un petit peu brouillon, c'est un peu le Far West. Et puis, au Ouais, fur et à mesure de l'adoption, ça se structure, ça devient de plus en plus mature. Et je pense que si on regarde ce qui était l'industrie du Web3 en 2017-2018 et aujourd'hui, on a quand même énormément avancé, aussi bien en totalement. termes réglementaires, en termes de services aussi. Enfin, la DeFi n'existait pas en 2017-2018. Ouais, c'est clair. Et donc, on a vu quand même, je trouve, une évolution extrêmement rapide de cette technologie-là. Donc ça, c'est le premier point.
Et aujourd'hui, en termes de tendance, bah, alors nous, ce qu'on voit, c'est que, on va reparler, on voit quand même cette tendance de convergence entre la finance traditionnelle et les cryptos. C'est une grosse tendance pour moi, qui est aujourd'hui matérialisée par ce qu'on appelle les Real World Assets Ah dans oui. l'industrie crypto, les RWA. Donc c'est ce que je disais, c'est sur quoi nous aussi on travaille, hein, c'est d'essayer de collatéraliser ou de tirer les rendements de la finance enfin, traditionnelle ou même de l'immobilier dans l'industrie du Web3, ou en tout cas donner une exposition à ces classes d'actifs du monde réel pour l'industrie du Web3. Et on voit que BlackRock aussi travaille sur ces sujets-là, énormément d'acteurs financiers, bancaires, même sans le crier sur les toits, ont des équipes en fait en interne pour travailler sur ces sujets Mm. et voir comment ça peut fonctionner et comment ils peuvent en bénéficier. Et je pense que voilà, dans les prochaines années, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus se matérialiser. Et pour moi, c'est aussi un moyen pour la DeFi, la finance décentralisée, de scaler. Parce que aujourd'hui, on voit que le marché crypto aussi, il est pas. En fait, pour moi, le marché crypto, il grossit au fur et à mesure de la valorisation du Bitcoin. C'est-à-dire, plus le Oui. Bitcoin, son prix augmente, plus le marché global augmente. Donc, on est vraiment lié à cet acteur-là. Mais si on veut vraiment que demain, il y ait finalement des dizaines de trillions de dollars représentés on-chain, il n'y a pas d'autre solution que finalement la convergence avec la finance traditionnelle et de représenter des actifs de la finance traditionnelle on-chain. Et donc là, Oui. voilà, on voit une vraie tendance de fond. Et d'ailleurs, il y a des acteurs leaders aujourd'hui sur les marchés des cryptos qui l'ont bien compris et qui travaillent beaucoup là-dessus, comme Chainlink. Donc nous, on travaille notamment beaucoup avec Chainlink, qui est finalement qui fait un peu la connexion entre les deux mondes, euh, avec soit le proof of reserve qu'ils ont lancé ou autre. Donc ça, c'est le premier point, première tendance, les RWA et les Real World Assets. Une autre tendance que l'on voit, c'est aussi, comment dire, essayer d'améliorer l'interopérabilité entre Ah les oui. blockchains, parce qu'on voit une multitude de blockchains se créer, que ce soit des layers 1, des layers 2, même maintenant des layers 3. Et donc ça, finalement, on est en train d'éclater la liquidité un peu partout, au lieu plutôt de la centraliser pour la rendre encore plus efficace. Et donc, il y a des acteurs, encore voilà, comme Chainlink avec leur CCIP pour bridger finalement de façon simple la liquidité d'une chaîne à une autre. On en est encore au début, hein, parce que c'est pas non plus extrêmement user-friendly à l'heure d'aujourd'hui. Mais voilà, Ouais, il y a c'est beaucoup de clair. travaux de recherche là-dessus. Et puis après, il y a d'autres tendances qu'on appelle DePIN pour des infrastructures finalement décentralisées qui sont voilà, c'est assez tendance aujourd'hui. Donc voilà un petit peu. Ah, merci pour ton partage. C'est très intéressant de t'écouter expliquer justement comment c'était et qu'est-ce que c'est en train de devenir et quels sont les sujets qui sont actuellement tendance. Effectivement, RWA, DePIN, interopérabilité, c'est des sujets qu'on entend de plus en plus parler. Et pour les personnes qui nous écoutent, restez connectés pour savoir un petit peu ce qui se passe dans cet écosystème. On a interviewé beaucoup de gens dans l'écosystème de la tokenisation, beaucoup de gens dans l'écosystème DePIN. Et voilà, vous avez Pierre-Yves aussi qui est un gros acteur et qui commence à se développer partout. Donc, vraiment, c'est très important de rester à jour sur l'innovation dans ce secteur parce que c'est un secteur qui grandit vraiment vite. Tu as parlé au début et juste maintenant de la tokenisation des RWA. C'est un sujet, j'ai l'impression que tu maîtrises bien. Est-ce que c'est un sujet qu'on peut développer encore un petit peu plus pour les gens qui nous écoutent? Parce que pour beaucoup de gens, c'est un mot un petit peu savant. C'est pas forcément facile à comprendre. Sans aller vraiment dans l'ultra détail, grosse explication très compliquée. La tokenisation, euh, et tu me coupes, Pierre-Yves, si je dis des bêtises, mais la Mmh. tokenisation, ça permet de pouvoir acheter des produits grâce à des tokens ou des crypto-monnaies, de l'utility token, du security token. Et donc, ça peut être différents actifs dont à chaque fois, il y a un vrai sous-jacent. Donc, par exemple, ça peut être Exactement. de En fait, l'immobilier, ça peut être d'autres choses. Et donc, du coup, quel sujet, toi, tu vois vraiment qui se développe au sein des RWA et quel sujet, toi, tu veux traiter après par la suite avec ta société? ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que RWA, c'est simplement de représenter des actifs du monde réel on-chain hein, et de le rendre Ouais. accessible justement dans à travers l'univers du Web3. Et donc de bénéficier de tout ce qu'on a dans la DeFi, de l'interopérabilité. Parce que demain, si vous avez un token qui est lié d'une façon ou d'une autre à une valeur sous-jacente, que ce soit immobilière ou un portefeuille obligataire, vous allez pouvoir aussi interagir avec des protocoles de pré-emprunt, donc potentiellement le mettre en collatéral pour emprunter
un autre actif numérique. Donc on voit finalement toute cette innovation. euh, Moi, je vois ça un petit peu comme un Lego, la DeFi, où chaque service financier est une brique et on peut vraiment le construire et le modeler à sa façon. Euh, donc aujourd'hui, on a eu pas mal d'initiatives sur, on parle beaucoup de l'immobilier, tokenisation immobilière. Alors beaucoup mettent en avant l'aspect liquidité et autres. Je suis un peu plus, on va dire, Mitigé. mitigé voilà, sur la liquidité, parce que c'est pas parce que vous tokenisez un actif immobilier qu'il sera liquide. Alors oui, il peut avoir un layer de liquidité supplémentaire, mais créer un marché secondaire, tout ça, c'est pas non plus extrêmement évident, efficace. Donc, mais en tout cas, c'est des initiatives, je pense, qui vont continuer à se développer et à progresser. En tout cas, ce qu'il faut pas, il ne faut pas promettre une liquidité parfaite sur un actif qui n'est pas liquide à la base. Ça reste très compliqué. On peut améliorer sa liquidité, mais je pense qu'on ne peut pas le rendre 100% liquide en un claquement de doigts. Euh, donc ça, c'est le premier point. On voit aussi, on va dire, la tokenisation, ou en tout cas le lien avec le monde obligataire, c'est-à-dire aller chercher des rendements sur le monde obligataire de la finance traditionnelle. On voit beaucoup de la tokenisation de T-bills, donc de la dette émise par le gouvernement américain, qui est vu aujourd'hui comme l'actif le plus sûr. Hein, parce qu'honnêtement, je pense que si le gouvernement américain fait défaut sur sa dette, il n'y a plus de système financier, ça, il n'y a plus rien. Donc, euh, donc voilà, et aujourd'hui, avec l'environnement de taux qu'on a, ça représente aujourd'hui du 5% par an. Pour un actif sans risque, c'est quand même très bien. Et puis de là, bien sûr, il y a tout le spectre, ce qu'on appelle fixed income, hein, toutes les obligations, qu'elles soient d'entreprise ou privées, qui commencent vraiment à se développer. Et donc ça permet encore, nous, c'est sur quoi on travaille, hein, de pouvoir offrir pour l'industrie du Web3 des solutions de gestion de trésorerie on-chain beaucoup plus scalables, beaucoup plus résilientes et stables que des solutions pure DeFi, j'ai envie de dire, où là, il y a d'autres risques qui peuvent intervenir. Et puis après, on a, et notamment aussi via les NFT, hein, mais de la tokenisation de l'art, par exemple, Ouais. ou de voitures de collection, qui sont encore un autre pan, on va dire, d'actifs hein, financiers, avec en fait finalement la même idée en tête, c'est de pouvoir d'une part fractionner l'accès à ces actifs-là, donc les rendre éligibles à un nombre d'investisseurs beaucoup plus important, avec des minimums d'investissement beaucoup plus faibles, et essayer d'améliorer la liquidité de ces actifs-là sur des marchés secondaires en fait on-chain, soit sur des échanges décentralisés ou autres. Mais donc voilà, donc on a un peu finalement toutes les classes d'actifs, toutes les supports d'investissement dans le monde réel qui commencent à émerger, en tout cas à avoir leur représentation dans le monde du Web3 euh, pour bénéficier tout l'aspect sous-jacent technologique hein, de la technologie blockchain. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis pour les gens qui ne comprennent pas, parce que c'est vrai que ça peut être technique, ça peut être pointu, n'hésitez pas à vous former, à vous développer, à apprendre. Justement, toi, Pierre-Yves, à quel point c'est important pour toi, pour les nouveaux arrivants, de se former dans l'écosystème, parce que quand on arrive c'est un sujet qui est particulier. Enfin, l'industrie Web3 en tant que telle, c'est un métier. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. À quel point c'est important justement de se développer, d'apprendre, de s'éduquer et d'avoir les bonnes informations, les bons outils pour pouvoir travailler et se développer dans l'écosystème. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit les cryptos et la blockchain comme un investissement. Hein. Enfin, tout le monde regarde ça pour Ouais. investir. Et je pense qu'une des règles d'or quand on investit quelque part, c'est de se renseigner sur quoi on s'investit. Dans quoi on investit. Donc c'est pour ça que la formation ou enfin voilà, juste se renseigner sur les cryptos, comment ça fonctionne, quels sont finalement les sous-jacents, parce que investir sur du Bitcoin ou investir sur de l'Ethereum, selon moi, c'est deux thèses d'investissement complètement différentes. Mm. Bitcoin, par exemple, pour moi, la thèse d'investissement, si on investit sur Bitcoin, c'est vraiment de se dire, Bitcoin a les caractéristiques pour devenir potentiellement un étalon de valeur à long terme, comme l'a été l'or.
Et donc, si c'est le cas, bien évidemment, le prix du Bitcoin ne sera pas au prix d'aujourd'hui, il sera beaucoup, beaucoup plus élevé. Mais en tout cas, il a les caractéristiques, que ce soit avec une quantité finie de 21 millions, il n'y en aura pas un de plus. C'est un actif fongible, échangeable. Et on voit même dans les institutions financières des débuts de réflexion, puisque je crois que c'est dans le dernier rapport annuel de la Banque nationale suisse, il y a eu en tout cas une question sur la table de dire est-ce que le Bitcoin pourrait être éligible dans nos réserves? Alors bien évidemment, la question aujourd'hui est non, hein, parce que il n'y a pas assez de liquidité pour plein de raisons, trop volatile et autres. Mais on se rend compte que ces institutions-là commencent quand même, Je ont la pense. question, sont posées la question. Alors aujourd'hui, c'est pas le cas, mais peut-être que dans 10-15 ans, ça le sera. Parce que le Bitcoin sera beaucoup moins volatile, plus stable, avec une profondeur de marché plus importante. On a aussi un deuxième exemple, qui est l'ESMA, qui est donc le régulateur européen des marchés financiers, euh, qui a lancé une consultation publique pour... donc dans l'univers financier, il y a des fonds d'investissement, et dans les fonds d'investissement, il y a plusieurs structures. Il y a une partie, enfin une structure qui s'appelle des fonds UCITS, qui représente quand même 12 000 milliards d'actifs aujourd'hui. Et donc, ils se sont dit, la consultation publique dit, est-ce que finalement les cryptoactifs, on doit changer les règles pour qu'elles deviennent éligibles dans les fonds UCITS? Et donc ça, c'est encore une fois, voilà, un pas un peu plus en avant dans la démocratisation. Donc voilà, il y a le Bitcoin et l'Ethereum. Pour moi, la proposition de valeur ou la thèse d'investissement est complètement différente parce que Bitcoin, c'est une infrastructure qui permet d'inscrire des transactions sur ce registre. Et moi, je vois ça un petit peu comme une autoroute. Et l'Ethereum, c'est le péage. C'est que si vous voulez interagir avec cette blockchain et ce registre, bah, vous devez payer votre transaction pour la transmettre et la faire valider. Donc voilà, donc c'est des thématiques complètement différentes, mais avec quand même des vrais sous-jacents et des vrais fondamentaux derrière. C'est pas à Ethereum, je crois qu'on s'attend cette année à quelque chose comme 4 ou 5 milliards de frais de transaction générés sur l'année. Waouh, C'est quand même, incroyable. enfin voilà, c'est quand même colossal. Donc, on entend souvent dire hein, les cryptos c'est du vent, il n'y a rien derrière. Enfin voilà, c'est complètement faux parce qu'il y a quand même de vrais fondamentaux derrière. Ah ouais, non, bah bon, ça c'est. On sait que les gens qui disent ça, c'est les gens qui en ont peur ou qui veulent même pas essayer de comprendre. Et c'est les C'est gens qui ça, rebondissent en disant il n'y a pas de projet derrière, c'est un scam. Donc, c'est un scam exactement. géant, c'est du Ponzi, etc. C'est vraiment très intéressant de t'écouter parler parce que tu apportes vraiment une vision très intéressante, très ouverte et tu vulgarises très bien. Est-ce que la communauté ou est-ce que les gens de l'écosystème Web3 peuvent avoir le chance de te croiser sur des événements, des conférences? Est-ce que tu participes justement à bah, voilà, différents événements de l'écosystème Web3? On sait que voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui se passent. Est-ce qu'on pourrait avoir la chance de te croiser sur certains événements? Alors oui, tout à fait. On essaye on peut pas y participer à tous parce que c'est vrai qu'il y en a Ouais, c'est sûr. beaucoup. Mais alors déjà, nous, on est basé à Nice, donc dans la région, on participe quand même à quasiment tous. Mais après, sur des événements beaucoup plus gros, notamment, on va aller au mois de juillet à Bruxelles pour ETHCC, qui est un Wow. gros événement européen. Donc cette année, il est à Bruxelles. Normalement, c'est à Paris, mais à cause des Ah, Jeux Olympiques, ils l'ont déplacé à Bruxelles cette année. L'année dernière, on y était à Paris. Et donc là, c'est ok. vrai que ça permet de rencontrer une grande partie de l'écosystème crypto, hein, parce qu'il y a vraiment tout le monde qui vient à cet événement-là. On a pu participer aussi à l'événement Token 2049 à Dubaï au Ok. mois d'avril. C'était. Et donc voilà, donc on participe à des gros événements et puis moi je suis régulièrement aussi sur Paris. Parfois j'interviens sur des tables rondes ou peu importe. Ouais. Ouais. Bah, je pense que c'est important. C'est lié à l'éducation qu'on parlait avant, où les gens voilà, ont besoin de s'éduquer, d'apprendre et comprendre. Et pour ça, bah, qui mieux que des personnes comme toi qui sont experts de l'écosystème, qui vont pouvoir justement partager leurs informations, leur vécu, leur expérience, pour éviter que d'autres personnes fassent des erreurs et puis pour comprendre. Donc, je pense que c'est très bien de participer à des événements. Il y en a vraiment pas mal. Il y en a des nouveaux qui sont en train de se créer et tout. Donc, je pense que c'est vraiment important et surtout, ça permet aussi de développer sa propre communauté. Parce que je pense que aussi le fait que tu participes à des événements, des conférences, bah, ça te permet de toi développer ta communauté, la communauté de Legiti en même temps. Je pense que c'est important.
Et dans ces événements, tu as aussi la possibilité j'imagine, de rencontrer des partenaires. Est-ce que tu as eu des partenaires ou des partenariats qui ont été stratégiques pour le développement de l'LGT? Et si ce n'est pas confidentiel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ces partenariats qui ont été clés pour le développement de la société? Ouais, tout à fait. Ce qui est beau, je trouve, dans l'industrie du Web3, c'est la facilité aussi de se connecter avec d'autres partenaires et d'échanger avec eux, Totalement. de pouvoir commencer à réfléchir peut-être à des collaborations ou autres. Et donc oui, on travaille, on a été incubé par Chainlink. Donc Chainlink est quand même un Wow. des protocoles majeurs dans l'industrie du Web3. Donc on travaille avec eux sur différents sujets, hein, notamment le Proof of Reserve, donc pour venir indexer des données off-chain, donc des données par exemple dans le monde de la finance traditionnelle, et on va indexer ces données on-chain pour apporter plus de transparence, pour s'assurer finalement quand on parle des real world assets que la valeur qui est, on va dire, émise on-chain est bien équivalente ou même inférieure à la valeur qui est détenue sur les actifs réels. Donc ça, c'est des points. On a travaillé avec eux aussi sur le côté interopérabilité avec ce qu'on appelle le CCIP, c'est leur solution de bridge Ouais. pour bridger une crypto ou un token d'une blockchain à une autre. Et puis, on travaille avec finalement tout l'écosystème Chainlink sur plein de sujets innovants, notamment liés au Real World Assets, à cette innovation financière. Et puis après, à côté de ça, effectivement, on a eu plusieurs partenariats. On est assez proche de Singularity DAO aussi pour Singularity, c'est quand même un acteur clé dans tout ce qui est IA, intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on ne sait pas encore, mais voilà, c'est des choses qu'on regarde de près. Et puis, bien évidemment, des acteurs de premier plan, notamment des blockchains comme Arbitrum, Linéa de Consensus. Donc, on est proche de ces écosystèmes-là pour pouvoir offrir, notamment pour Legity.finance, donc nos services on-chain. Euh, donc oui, on discute voilà, avec ces acteurs clés dans l'écosystème et qui permettent bien évidemment aussi d'étendre encore plus notre réseau, puisque ils peuvent facilement nous mettre en contact avec d'autres acteurs de l'industrie Ouais. et de fil en aiguille, essayer voilà, de faire grossir l'écosystème et de s'aider aussi les uns les autres pour offrir des services de plus en plus efficaces. Ouais, c'est sûr, et c'est pas évident justement d'être toujours aussi resté à la pointe, et c'est important de rester à la pointe en étant connecté avec des super partenaires qui nous permettent justement d'être toujours aussi à la pointe. J'ai une question qui est un peu plus sur le monde de l'entrepreneuriat, parce qu'on voit que tu es un très gros entrepreneur, tu fais beaucoup de choses. Comment tu arrives à toujours développer, innover, avoir de nouvelles idées qui arrivent, et comment tu arrives à garder cette motivation intacte avec le temps? Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont en train de créer des sociétés dans l'écosystème Web3, et beaucoup, c'est le début, donc c'est difficile, ils hésitent, ils se posent des questions. Toi, ça fait déjà un moment que tu es là, tu as une société qui est énorme. Comment tu fais pour en permanence rester motivé, dynamique dans cet écosystème? Bon, alors, c'est pas évident, hein. C'est vrai que l'entrepreneuriat, faut être honnête, hein, c'est pas un long fleuve tranquille, ça c'est certain. Ouais, Il y a des moments super, des moments un peu plus compliqués. Mais je pense qu'il faut, premièrement, avoir une vision qui, bien sûr, peut évoluer à travers le temps, hein, mais c'est vraiment avoir une vision et des objectifs qui permettent finalement d'avancer, hein, puisqu'on va avancer pour essayer d'atteindre cette vision-là. Bien s'entourer. C'est ouais, pas toujours évident, mais essayer de ramener autour de soi des bonnes personnes qui déjà vous apportent de la bonne énergie, qui ne sont pas là juste pour vous pomper de votre temps et du coup de votre énergie. Donc bien s'entourer. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi de compliqué et qui s'apprend avec le temps, hein, en fait, parce que au début, on va dire, on est un peu gentil, hein, on essaie de faire plaisir à tout le monde, de parler à tout le monde. Mais après, malheureusement, le temps, il est quand même, il n'est pas extensible. On limité. a 24 heures Ouais. par jour. Et quand on a un projet qui a énormément déjà de choses à faire, euh, bah, il f- on peut pas parler à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc il faut vraiment, même si on essaye, hein, moi personnellement, j'essaie de parler à tout le monde. J'ai même participé à des interventions auprès d'étudiants, des choses comme ça,
Donc j'essaie d'allouer du temps comme ça pour partager et transmettre, on va dire, Bravo. l'expérience que j'ai pu voir. Mais voilà, c'est pas toujours évident. Donc voilà, bien s'entourer, prendre son temps. Euh, il faut pas essayer d'aller trop vite. Même moi, c'est peut-être des erreurs que j'ai fait par le passé, hein, d'essayer de vouloir aller trop vite. Il faut essayer de construire des bases solides, de prendre le temps de la réflexion et plutôt voilà, avoir une vision, mais de long terme. Parce que avoir une vision à court terme juste pour faire l'argent, c'est pas souvent la meilleure option. Alors je critique pas, hein, parce que c'est très bien de faire l'argent, hein. Ceux qui veulent juste être dans le Web3 pour dire voilà, je fais de l'argent en 6 mois et je m'en vais, je critique pas. Mais on ne peut pas construire en tout cas quelque chose de solide et une entreprise sur une période très très courte. Ça se construit sur le long terme et donc voilà, il faut avoir cette vision plutôt de long terme. Ouais, merci. Merci pour ce partage. Tu parlais beaucoup de la gestion du temps juste avant, enfin au milieu de cette explication. La gestion du temps, c'est aussi un des gros problèmes des entrepreneurs. Et souvent, les gens, ils ont le problème de trouver l'équilibre dans la gestion du temps entre la vie perso et la vie pro. Est-ce que toi, c'est un équilibre que tu as réussi à trouver? Si oui, comment est-ce que tu peux nous donner des explications? Parce que beaucoup de gens ont vraiment du mal à trouver ce top équilibre. Donc, très intéressé si toi, tu as réussi à trouver à peu près un équilibre, comment tu as fait? Alors, je ne sais pas si j'ai trouvé l'équilibre. C'est vrai que c'est très compliqué voilà, d'essayer de manager la vie perso, la vie pro. Ouais, c'est clair. Pour être honnête, hein, quand on est entrepreneur, la vie pro déborde sur la vie perso. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution autre. Moi, après, j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient aussi, hein, Ouais, génial. qui me supporte. Donc ça, je pense que j'ai beaucoup de chance. Et si vous avez, et si un entrepreneur n'a pas ses proches ne le soutiennent pas, ne supportent pas, ça sera très compliqué pour lui. Je pense parce que quand vous devez travailler le week-end et que votre femme ou votre mari lui travaille pas parce qu'il est dans un métier, il est salarié, s'il comprend pas, ça sera compliqué. Donc, je pense que voilà, j'ai la chance en tout cas d'avoir des proches qui comprennent en tout cas et qui me soutiennent. Et j'essaie quand Bravo. même de préserver du temps. J'ai notamment un enfant, un petit. Voilà, pour Bravo. avoir passé du temps avec lui, voilà, il faut arriver quand même à se dégager un petit peu de temps et puis après travailler dans les autres heures. Les plages horaires, en fait, faut pas trop les compter, hein, parce que des fois, moi, ça m'arrive, oui, d'arrêter de travailler à 5 heures et de reprendre à 21 heures jusqu'à 23 heures, parce que voilà, je dois m'occuper de mon petit, tout ça. On n'a pas vraiment d'heure fixe, hein. Des fois, je me suis déjà réveillé à 5h30 du matin pour commencer à travailler parce que j'avais une grosse journée après. Ah ouais. Donc voilà, faut pas avoir peur de travailler, mais il faut toujours essayer de conserver un peu de temps pour soi, soit pour sa famille, soit par exemple pour faire du sport. Moi, j'utilise aussi le sport pour évacuer un petit peu le stress, Ah, pour évacuer plein de choses, pour essayer de me libérer la tête. Voilà, essayer de jongler là-dessus, même si ça reste compliqué, je suis pas sûr qu'il y ait de formule magique. ouais, bah, en tout cas, merci quand même pour ton partage parce que c'est très intéressant d'écouter d'autres entrepreneurs justement partager leurs idées, expliquer ce qu'eux ils ont fait, comment ils l'ont fait. Et il y a beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs, qui sont en train de se développer. Et on sait qu'il y a de plus en plus aussi d'entrepreneurs dans tous les écosystèmes. Donc vraiment, merci Pierre-Yves pour ce partage par rapport à l'entrepreneuriat et bravo pour ce que tu arrives à trouver comme équilibre. Si on revient un petit peu sur le sujet de l'XGT, je sais que vous avez développé un token le LDY. Est-ce que tu peux nous en dire un Exact. petit peu plus? Ouais, tout à fait. Et donc notre token avec notamment la sortie de notre produit Legity.finance aussi. Ouais, C'est donc un utility token qui permet d'avoir des bénéfices en fait et des réductions de frais dans l'écosystème de Legity. Donc sur le protocole de rendement, ça permet d'avoir 0% de frais de retrait par exemple. Ça permet de pouvoir participer finalement à l'évolution future du protocole à travers des référendums, des choses comme ça qu'on va mettre en place. Ça permet d'avoir accès à des solutions d'épargne et d'investissement un peu privilégiées. Donc voilà, essayer d'avoir de plus en plus d'utilité. On va également aussi l'intégrer dans legity.com, hein, notre application crypto patrimoniale, puisque là encore, détenir de notre token, ça va permettre d'avoir des frais de transaction réduits.
et puis d'accéder à des services sur l'application en plus. Donc voilà, donc c'est un vrai utility token qui permet d'avoir différents accès à différents services et la réduction des frais. Waouh. Et pour nous, c'est un vrai outil Ah super, communautaire. super intéressant. Merci pour ce partage. L Ouais, je disais que c'était un vrai outil OK. communautaire pour nous aussi. Ah, c'est top. Ouais, ouais, parce que ça permet effectivement de connecter les gens, de faire un petit peu comme des membres. Ah, on voit vraiment la vision que tu as derrière ça. C'est top. Là, on a vu que tu pouvais, enfin, qu'il y avait une application. L'application, elle est disponible, si je dis pas de bêtises, sur Apple, donc iOS, Android. On peut se connecter directement depuis l'ordinateur. C'est encore une version qui est bêta? Non, non, c'est une version live hein, qui fonctionne. Il y a à peu près 1000 clients Trop dessus. bien. Waouh. Donc elle n'est pas encore sur ordinateur, donc c'est uniquement mobile, donc iOS ou Android. Parfait. Vous pouvez la télécharger Parfait. sur les stores et puis directement vous onboarder de façon assez simple. En 5 minutes, vous êtes onboardé et vous pouvez déjà utiliser les services de consolidation patrimoniale, d'agrégation de comptes de façon gratuite et commencer à explorer un petit peu les cryptos sur l'application aussi. Ah, c'est fou. C'est fou. Quelle vision, si tu peux nous la partager, si c'est pas confidentiel, quelle vision tu as pour l'XGT pour les 3, 4, 5 prochaines années? C'est une bonne question. Alors bien sûr qu'on a une vision qui est claire et qui va peut-être évoluer, hein, mais qui est assez claire aujourd'hui. C'est que déjà créer la première banque privée digitale crypto avec un réseau de milliers de banquiers Waouh! indépendants avec les conseillers en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, on en a une centaine déjà, donc on a quand même voilà, avancé quelques pions, même si on en est encore au début. Et notre deuxième mission, c'est aussi de devenir un des protocoles leaders sur la gestion de trésorerie on-chain pour l'industrie du Web3. Donc un petit peu à l'image de Lido pour ceux qui connaissent. Lido, c'est le leader pour le liquid staking d'Ethereum, mais finalement pour du rendement stable et sécurisé sur du stablecoin. Pour que demain, aujourd'hui, OK. c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs de projets hein, qui lèvent des millions, voire des dizaines de millions en crypto, en stablecoin, et finalement cette trésorerie, elle reste sur des wallets, mais sans être finalement gérée de façon efficace. Et donc c'est offrir une solution de gestion de trésorerie on-chain avec cette convergence de la finance traditionnelle et de la technologie blockchain et du Web3 pour faire quelque chose de stable, résilient et qui permet d'optimiser cette trésorerie avec aujourd'hui on génère 7% de rendement. Donc voilà, donc c'est un petit peu ces deux missions-là qui sont quand même aussi pour lesquelles il y a des synergies, hein, puisque le protocole de rendement va être aussi distribué dans l'app, comme un livret crypto Waouh! finalement, un petit peu, pour avoir du 7% sur du stablecoin. Et donc offrir aux utilisateurs différentes options d'investissement en crypto, que ce soit de l'investissement pur, Bitcoin, Ethereum et d'autres cryptos, ou parfois, s'ils veulent s'extraire finalement de la volatilité de ces actifs-là, d'avoir quand même une solution qui génère du rendement, un petit peu à l'image d'un livret A, si je schématise, si je grossis, avec le réseau bancaire. Voilà. Ah, on voit que tu as déjà pensé à diversifier tes services et les augmenter et d'apporter de plus en plus de valeur avec le temps. Force à toi avec ta vision, elle a l'air d'être très intéressante. Et ouais, la première banque crypto, en tout cas, on te le souhaite, c'est le minimum qu'on te souhaite. Force à toi pour cette partie. Euh, Pierre-Yves, euh, quel conseil tu donnerais à d'autres entrepreneurs qui sont dans l'écosystème, qui sont en train d'arriver et qui souhaitent se lancer dans de l'écosystème blockchain? Quel conseil, toi, tu leur donnerais afin qu'ils puissent comprendre un peu mieux c'est quoi les services financiers, les services numériques? Est-ce que c'est de te contacter? Est-ce que potentiellement les clients comme tu peux avoir les CGP, etc., c'est une bonne chose aussi de se connecter à toi. Voilà, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations par rapport aux conseils que tu donnerais justement à des personnes qui se connectent dans l'écosystème? Nous, on essaye de partager un maximum. C'est vrai, soit à travers des webinaires. Des fois, on fait des webinaires avec nos Trop partenaires bien. CGP pour updater aussi sur les news hein, qu'il y a dans l'écosystème crypto. On peut aussi me contacter. Moi, j'essaye de, voilà, comme je disais, d'allouer du temps pour partager un petit peu tout ça. Parce que ça fait partie pour moi de la communauté, hein. Enfin voilà, des gens après qui permettent de rentrer dans la communauté. Et comme je disais, la communauté pour nous est extrêmement importante puisqu'elle permet de contribuer à l'évolution aussi du produit en émettant de nouvelles idées,
en faisant leurs remarques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais en tout cas qu'elles soient constructives pour améliorer le produit. Donc voilà, oui, c'est vrai que ceux qui veulent un peu s'intéresser, donc aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de médias, de plus en plus de médias Ouais. sur les cryptos. Donc on peut consulter facilement des articles. Et puis après, bon voilà, comme je disais tout à l'heure, donc tu as partagé mes contacts, vous pouvez me contacter. Et puis après, sinon, n'hésitez pas aussi à mettre, si vous avez des conseillers en gestion de patrimoine ou un conseiller en gestion de patrimoine, de lui dire de nous contacter euh, pour, euh, pour prendre aussi plus d'informations sur ces sujets. Ah, c'est génial. Au niveau de la répartition, au niveau de tes clients, c'est quoi? C'est 80-20, 80% les pros et 20% l'épargnant? Comment c'est un petit peu réparti? Non, aujourd'hui, nous, la majorité de nos clients ce sont des épargnants, parce que les pros, Ok. ils nous utilisent pour amener leurs clients. Donc non, aujourd'hui, sur les 1000 clients, on a à peu près ouais, 10% de professionnels. Le reste, Ah c'est ouais. des épargnants. C'est des épargnants. Donc, c'est des épargnants qui peuvent te contacter directement et travailler avec toi. Oui, oui, Waouh, exactement. génial. Oui, parce que sur les GT, ce que j'ai pas mentionné, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un conseiller en gestion de patrimoine. Ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire, vous pouvez très bien télécharger les GT sans avoir de conseiller en gestion de patrimoine et utiliser notre produit. Il n'y a pas de sujet. Après, si demain, vous avez des questions, même autres que crypto, c'est-à-dire sur la fiscalité, sur une succession, sur plein de choses, vous avez à disposition un réseau de conseillers en gestion de patrimoine que vous pouvez contacter. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc voilà, c'est ça. Et puis nous, les conseillers en gestion de patrimoine, ben, amènent leurs clients sur les GT pour qu'on les accompagne justement sur l'investissement sur les cryptoactifs. Ah, c'est fort, c'est fort. Ouais, bravo, parce que c'est quand même une vision que pas beaucoup de gens partagent. Toi, tu arrives avec cette force et cette direction qui est complètement différente de le reste de l'écosystème et qui apporte vraiment une force et une valeur. Parce qu'on ne pense pas souvent au CGP et beaucoup de CGP veulent C'est aussi vrai. se développer. Et puis les gens qui font du CGP ne pensent pas forcément aux clients. Et toi, tu es là, tu allies les deux et tu apportes différentes offres. Est-ce qu'on peut revenir encore une fois sur les offres que justement tu partages pour tout ce qui est CGP et les offres que tu partages pour tous les particuliers? Donc pour les CGP, les offres, c'est que le CGP a sa propre interface et utilise l'EDT pour accompagner leurs clients sur les cryptoactifs. Donc ils vont partager un lien d'invitation avec leurs clients. Et donc dès que ce client sonne sur l'EDT, il sera automatiquement connecté à lui. Et donc le CGP a certains services comme un CRM donc pour suivre ses clients. Wow. Il a une messagerie sécurisée avec leurs clients pour pouvoir échanger en fait même des documents qui ont rien à voir avec les cryptos, mais dans finalement l'exercice de son métier de tous les jours. Et puis aussi des informations sur tout ce qui est réglementaire, tout ce le KYC et autres du client. Et côté client, le client bien sûr va pouvoir accéder de façon simple à l'investissement sur les cryptoactifs. Donc de l'achat via de l'euro, ou il peut aussi déposer des cryptos sur son compte Legiti pour pouvoir les échanger en euros ou en crypto. Mais pas que, il va pouvoir aussi utiliser les services d'agrégation patrimoniale et donc connecter ses différents comptes bancaires, ses assurances vie, ses comptes titres et autres pour avoir finalement son tableau, son dashboard financier à portée de main à n'importe quel moment et pouvoir le piloter de façon la plus efficace possible. Ouais, ton objectif, c'est Et bien vraiment de sûr, dynamiser. et bien sûr, rentrer en contact avec des conseillers en gestion de patrimoine si le client n'en a pas et qu'à un moment donné, il a une question spécifique sur la fiscalité ou sur un autre sujet. Ah, non, mais c'est trop bien pensé parce que vraiment ton objectif, c'est de dynamiser la gestion de patrimoine, dynamiser l'investissement et vraiment, tu arrives à faire ça très, très bien. Donc, bravo à toi. Pierre-Yves, on arrive gentiment à la fin du podcast. On a encore plein de sujets qu'on pourrait aborder, mais dans tous les cas, on fera un autre podcast dans 6 mois, dans un an, pour voir un petit peu la croissance de l'Exgiti et de tout ce que tu es en train de mettre en place, parce que je suis impatient de voir la suite. Quand on arrive à la fin du podcast, on laisse toujours le mot de la fin à notre invité. Le mot de la fin, ça peut être un mantra, une anecdote, un client que tu as accompagné, que tu souhaites nous partager l'expérience de manière non confidentielle. Ça peut être un sujet qu'on a traité sur lequel tu voudrais rapporter un petit peu plus d'infos, un sujet qu'on n'a pas traité et que tu voudrais partager avec nous. Ça peut durer 30 secondes, ça peut durer 10 minutes, c'est toi qui décides. Tu as carte blanche sur le mot de la fin. Bon, je pense que le mot de la fin, c'est peut-être de dire que les cryptoactifs, la blockchain, c'est vraiment un sujet pour lequel il faut s'intéresser. Parce que Ouais. c'est certainement le futur de nos infrastructures financières. Il y a une vraie dynamique très importante. Donc,
qu'on soit pour ou contre, peu importe, je pense, mais en tout cas, il faut s'intéresser au sujet, s'informer sur le sujet Mhm. pour pouvoir après, au fur et à mesure, se faire sa propre idée. Et donc voilà, c'est vraiment ça. Je pense que c'est un sujet primordial à l'heure d'aujourd'hui sur lequel s'intéresser. Ouais, c'est important. Rester connecté, s'informer. Et puis, en fait, vous pouvez avoir deux choix. Soit laisser passer, on va dire, cette news, laisser passer ce que vous pensez comme quelque chose qui est différent, ou tout simplement vous y intéresser maintenant. Dans tous les cas, un jour, vous n'aurez pas le choix. Vous allez devoir vous y intéresser parce que ça fera partie de votre vie, comme les personnes qui n'ont pas forcément voulu connecter avec le Web 2 trop vite. Bah, maintenant, la plupart de ces gens-là sont dépassés, se disent, oh là là, je comprends pas, c'est trop technique, etc. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour comprendre. Et Pierre-Yves nous a fait vraiment une explication globale pendant tout le podcast de comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc voilà, je vous invite fortement à vous connecter à Pierre-Yves, voir ce qu'il fait. Regardez tous les liens qui sont en description. On a partagé pas mal de liens durant le podcast. On mettra dans tous les cas tous les liens si possible. Connectez-vous avec lui sur LinkedIn. Abonnez-vous, suivez-le, regardez partout où il est présent. Allez le voir pendant les événements parce que justement, il n'y a pas beaucoup de gens qui apportent de la valeur, de l'explication sur cette nouveauté. Là, vous avez la chance d'avoir quelqu'un comme Pierre-Yves qui partage et qui vous permettre de vous expliquer c'est quoi le Web3 et peut-être pas arriver avec quelques années de retard et arriver au bon moment. Et pareil pour les CGP. Il y a des CGP qui ne sont pas encore très ouverts au monde des crypto-monnaies. C'est pareil, c'est important pour vous de vous connecter, de pas vous dire, OK, bon, les crypto-monnaies, je verrai ça plus tard parce que peut-être que plus tard, ça sera trop tard. Donc, il vaut mieux s'y mettre un petit peu à l'avance. Et vous avez la force, grâce à la société de Pierre-Yves, de pouvoir vous connecter maintenant et commencer à proposer des services, ne serait-ce que petit à petit, et commencer à comprendre, apprendre et puis après, avoir d'autres choses. Donc vraiment, bravo Pierre-Yves pour ce que tu fais avec l'XGT. Merci beaucoup. Et peut-être dernier point, on voit la gestion de patrimoine, parfois les gens, ça peut être un mot barbare, mais en fait c'est très Ouais, simple, hein, c'est juste planifier finalement l'avenir, son avenir financier. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à la gestion de patrimoine. On peut commencer à 18 ans et plus on commence tôt, plus finalement on va pouvoir se construire un patrimoine parce que le patrimoine se construit sur des années et plus on grave. commence tôt, plus il peut fructifier. Et donc, c'est vrai que même si au début, quand on est jeune, on a une toute petite capacité d'épargne, mais même si c'est 10, 20, 30 euros par mois, et ben, ces petits efforts-là financiers vont être récompensés beaucoup plus tard, à 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. Donc voilà, je pense qu'il faut s'y intéresser aussi. C'est un sujet, les cryptos et la gestion de patrimoine, c'est deux sujets vraiment très importants sur lesquels s'intéresser. Ouais, merci. Tu as raison parce que c'est vrai que souvent les jeunes ont tendance à dire ouais, bah, j'ai le temps, je verrai ça plus tard et quand c'est trop plus tard, c'est encore trop tard. Donc effectivement, il n'y a pas d'âge pour commencer, il n'y a pas d'âge pour bien faire et il n'y a pas de budget minimum pour commencer à épargner Non. et à faire des choses dans la gestion de patrimoine. Bah, merci beaucoup Pierre-Yves. Encore force à toi avec l'XGT. C'était trop intéressant de t'écouter parler. Tu as déchiré le podcast, tu as partagé beaucoup d'infos. Force à toi pour la suite. Et puis, impatient de faire un deuxième podcast avec toi pour voir l'évolution de l'XGT dans les prochains mois. Bah, merci. Merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas. Merci. À très vite. À bientôt. Bye bye.